Ras Al Khaimah, le sommet de la tente en arabe, est l'un des 7 émirats qui constituent les Émirats arabes réunis. S'appuyant sur la chaîne de montagnes Hajar, où culminent des sommets à près de 2000 mètres, bordé par 68 km de plages de sable fin, Ras Al Khaimah offre une variété de paysages uniques dans cette région désertique. Un véritable refuge pour la faune endémique. Avant l'émergence des ressources pétrolières, Ras Al Khaimah et ses quelques milliers d'habitants n'étaient connus que pour ses cultures de dattes et la pêche, mais également pour les perles et la piraterie. Les Anglais mirent fin aux pirates et les Japonais aux perles en produisant massivement des perles de culture bien moins onéreuses. Depuis à peine 5 ans, le tourisme s'invite également dans le développement de Ras Al Khaimah. Ce n'est pas moins d'une vingtaine d'hôtels actuellement en construction, dont un casino, première salle de jeu autorisée dans un pays musulman, qui s'installeront à Ras Al Khaimah. Jean-François nous fait découvrir cette nouvelle destination entre mer, désert et montagne. Bonjour et bienvenue à RAK, à Ras Al Khaimah. Vous ne connaissez pas ? Eh bien, pour être très honnête avec vous, j'ai découvert cette petite perle du golfe Persique il n'y a pas très longtemps. Une destination fascinante, parfaite pour être effectuée en famille, à 6 heures de Monaco, et loin des clichés extravagants de l'émirat voisin, Dubaï, qui n'est qu'à 45 minutes ici en voiture. Ici, c'est le soleil toute l'année, des hôtels plus beaux les uns que les autres, une mer à 28 degrés, mais c'est aussi Djebel Jaïs, la montagne qui est derrière nous, qu'on ne voit pas bien parce qu'elle est un peu embrumée, et le désert, bien sûr, avec ces voyages fascinants qu'on peut y faire. Un voyage hors du temps que nous allons faire avec des expatriés qui vivent ici toute l'année et qui sont littéralement tombés amoureux du pays. Je pense que RAK est juste au début de son développement. Ah, c'est le paradis. Moi, j'aime bien la région. C'est très très joli et romantique. Ras Al Khaimah est un émirat qui est privilégié parce qu'on a la mer, on a le désert, on a la montagne et donc il y a beaucoup de possibilités d'activités. Je suis le sultan, hein, ici, on est dans... Il fait combien? Il fait 35 degrés dehors, là on est à l'ombre, dans ce petit air frais. C'est le pays des mille et une nuits, on a les dattes, le café, c'est un endroit magique ici. Olivier, c'est le français baroudeur et entrepreneur qui a senti avant tout le monde l'intérêt de s'établir aux Émirats et depuis 2 ans à Ras Al Khaimah. Après s'être aventuré au Canada et aux Caraïbes, Olivier a jeté son dévolu sur les Émirats. Un pari audacieux qui lui permet aujourd'hui de toujours garder le sourire. Comment ça va? Olivier, bonjour. Bienvenue à Movenpick Merchant Island. Merci. Ça va? Eh ben, merci de nous faire découvrir cet endroit magnifique. Ah, c'est le paradis. C'est le paradis juste à côté de Dubaï. Là, on est dans la baie de Al Marjan Island, D'accord. qui est à RAK, qui est un autre émirat, qui est à peu près à 95 km de Dubaï. On est positionné à Abu Dhabi, qui est complètement au bout, ensuite à Dubaï, aux Palmes, et ensuite ici au Movenpick Al Marjan Island, où il y a vraiment le plus beau sable avec la baie qui est vraiment super calme. C'est très très familial. Les gens viennent ici pour une vacance d'une semaine, 10 jours, se reposer, relax. C'est nous qui avons inventé ces petits bateaux-là, ces semi-rigides, qui s'appellent les chameaux d'eau. All right? Ils sont hyper rapides, ils vont quand même à 60 km à l'heure sur l'eau. Et puis on s'amuse dessus. Et surtout avec les enfants, c'est familial. Très bien, bah écoutez, on y va. On monte un bateau, on va essayer. Vous êtes prêts à faire? Vous êtes prêts à partir? Allez, on y va. On met les gilets de sauvetage avant, s'il vous plaît, les enfants. T'en mets un plus gros. Nico, c'est comme tu veux. Hein. Tu fais ça, les gars? Vous faites ça, ça veut dire ça va bien. Comme ça, on augmente le volume. Comme ça, on diminue le volume. Allez, on démarre. Les chameaux d'eau sont partis. Alors on va les suivre, on va s'amuser un petit peu. Wouhou! Ça va les enfants? Vous êtes prêts? C'est parti! Let's go!
la question que je me posais, c'est Oui. qu'est-ce que fait un Français à Rack? Perdu dans les Émirats. Il s'amuse. C'est la première chose. Non, mais la qualité de vie est sans sas. Et j'ai débuté ma vie au Canada et ensuite, en réalité, j'étais à Saint-Martin et Saint-Barthélemy pendant 25 ans. Et après, on a passé trop d'ouragans. Alors, on cherchait encore la belle température, les opportunités. Et on est venu ici justement pour construire ces petits bateaux, chameaux d'eau, les Sea Camels. Et on s'amuse tous les jours. Et la vie, alors comment elle se passe la vie à Rack, comme vous dites? Oh, à Rack, c'est très tranquille, c'est ça qui est bien. Dubaï, c'est la grande ville, il y a tous les beaux restaurants, il y a tout ce qu'on fait, on vraiment sort. Mais quand on est à Rack, c'est un peu la campagne, hein. On relaxe. C'est vraiment, il y a les plus belles plages, le point d'eau est toujours tranquille. Et puis naturellement, écoutez, la qualité de vie est toujours là. Donc vous ne changeriez pas votre vie pour une vie en banlieue parisienne? Pas vraiment. Non, non, pas du tout. Pas tout de suite, non. Vous, quand vous êtes installé ici, vous étiez un peu anxieux au départ? Comment ça s'est passé? Oui, c'est toujours pareil, c'est que l'évolution d'un hôtel, quand il ouvre, on n'est jamais certain de combien de temps ça va prendre pour avoir sa niche dans le marché, quoi. Mais bon, on a un directeur qui est fabuleux, qui est vraiment Fabien, il sait bien son affaire, il voyage beaucoup, il est très impliqué dans l'hôtel. Alors on a vraiment monté à un taux de remplissage assez rapide et puis une réputation, parce que le Movenpick a une très très bonne réputation, même avec les locaux dans Dubaï ou Abu Dhabi. Alors il y a beaucoup de gens qui pendant le week-end, ils viennent et puis ils profitent de l'hôtel, hein. Comment ça se passe? Un autre client heureux? Voilà, c'est du plaisir parce que vraiment tout ce qu'on fait, c'est qu'on rend plaisir aux gens, hein, pendant leurs vacances. C'est ça qui est la motivation tous les jours. En tout cas, merci de nous faire découvrir cet endroit. J'apprécie l'accueil que vous nous faites et on sent que vous avez envie de nous faire partager cet endroit qui est très sympathique, qu'on a envie de découvrir. Merci d'être venu et puis je vous amène de retour vers la plage à combien de kilomètres vous voulez? 70, on y va! Donc j'ai acheté cette machine, c'est important le café le matin quand même. Comme j'ai une petite heure de route, le café ça me tient la route on va dire. Avec la radio, et comme ça j'arrive à l'hôtel de bonne humeur. Les gamins se lèvent à 7 heures, sans problème on va dire. Et puis après, on a 15 minutes de l'école. Et puis c'est sur l'autoroute, donc c'est assez facile. Pour Fabien, le rituel matinal est bien rodé et représente l'un des rares moments de la journée pour se retrouver en famille. Un moment de quiétude avant d'affronter la direction de son hôtel, le Movenpick Marjan Island et ses 1400 clients et 500 salariés. J'ai sport, mathématiques, je crois que j'ai arabe aujourd'hui aussi. C'est dur ça l'arabe? Ça va. À l'école américaine, c'est pas tellement dur. Mais ils sont censés parler arabe aussi. Mais il parle arabe, il comprend l'arabe. Il comprend l'arabe. Huh? You're waiting for me? Why are you hiding with me? Yalla go, so you become famous in French. What are you doing? Give me a kiss. Just scared. Ok. Afwan. Après plusieurs expériences réussies comme directeur de grands hôtels dans le golfe Persique,
Fabien s'est vu confier par le groupe Accor, il y a 2 ans, le lancement du Movenpick de Ras Al Khaimah. Un challenge énorme quand on voit tous les chantiers de nouveaux hôtels qui poussent ici et là, comme des champignons. Je pense que RAK est juste au début de son développement. En fait. Donc niveau nombre de chambres, ça va doubler minimumement. Et puis donc l'aéroport va changer. Tout ce qui est juste avant Marjan Island, tout ce plot va être développé en une petite ville balnéaire en fait, pour pouvoir accueillir plus du double du nombre de touristes par an. Bon, ça c'est l'entrée de derrière. Vous voyez, tout le monde a des uniformes d'école. Ouais, c'est l'uniforme. Ouais. Là, ici, c'est la règle. Ok, boys. Merci. Bye, boys. Good day. Bon, il nous dit 8h50, ça devrait être plus, je sais pas, il doit avoir un accident peut-être. Mais normalement, ça devrait nous mettre quoi, 45 minutes. Si aujourd'hui tous les indicateurs sont au vert en termes de remplissage et d'amortissement, Fabien ne baisse pas la garde pour autant et contrôle quotidiennement tous les services de son hôtel. Donc en général, je fais mon tour le matin. Surtout, je vais aller voir le service pour le petit déjeuner, quoi, parce que ça reste le service on va dire le plus compliqué le matin. On a 418 chambres, donc ça vous fait ça vous fait à peu près entre 1000 et 1200 clients et beaucoup d'enfants, parce qu'on reste quand même un hôtel très familial. Oui. Donc, ce qui est sympa ici, c'est ce qu'on offre pour le petit-déj, parce qu'on a plus de 160 items sur le buffet. Donc vous avez le point arabe, et puis on a un point un peu plus indien, et puis bien sûr vous avez tout ce qui est tous les produits donc healthy, pour un petit déjeuner sain, on va dire. Ça, c'est une demande... Ouais. Et puis nous, on essaie d'être aussi gentil pour l'environnement, on va dire. Donc le groupe Accor soutient tout ce qui est green. Donc nous avons des standards pour... par exemple, on recycle l'eau. Vous avez l'eau, vous avez pas... Bon, bien sûr, depuis l'année dernière, on n'a plus de plastique dans l'hôtel. Et donc on sert l'eau filtrée avec des pichets. Et aussi dans les chambres, aussi, vous n'avez pas de bouteilles de plastique. Donc là, tout va bien ce matin ? Oui, parfait. Ça calme. Pour ça, c'est juste, c'est calme. Alors pour les Français, il faut quoi alors, par exemple ? Qu'est-ce qu'il leur faut ? Il faut le croissant. Donc, et notre croissant est très bon, parce que bon, je suis français, donc c'est une des choses que je regarde quand je fais une ouverture d'hôtel ou quand je reprends un nouvel hôtel. La qualité du pain, la qualité du croissant et la qualité des frites. À l'écart du fourmillant hôtel Movenpick, le restaurant Oula, bien connu au Moyen-Orient, s'est installé les pieds dans l'eau sur la plage de Al Marjan Island. Piscine réservée aux adultes, l'endroit se laisse également séduire le soir venu. Nadjet, marocaine engagée aux relations publiques depuis quelques mois, s'est bien adaptée à sa nouvelle vie. Alors dites-moi Nadjet,
Quelle est votre fonction dans l'hôtel? Je suis chargée relations clientèle. Je travaille à l'hôtel, ça fait 4 mois. Et aussi, je suis à Ras El Khaimah, ça fait 4 mois aussi. Ouais. Et vous étiez où avant? J'étais travaillé au Maroc, dans les hôtels aussi. Et ce sont des hôtels aussi 5 étoiles. Et j'étais aussi à la réception, en même temps chargée clientèle, relations clientèle. Alors comment vous trouvez Ras El Khaimah? Ras El Khaimah, c'est une ville qui est très calme. Et j'aimerais bien Ras El Khaimah et aussi Emirates. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Alors là, on va allumer la bougie. Après, on va aller au client. On va dire joyeux anniversaire, Vénica, avec son nom bien sûr. Après, c'est tout, on va donner la carte de notre hôtel. C'est tout, c'est juste pour mettre le client heureux. Alors là, ce sont des Anglais, c'est ça? Oui, ils sont des Anglais, ils sont très gentils. Vous avez des Français de temps en temps? Oui, nous avons des Français de temps en temps. Voilà. Les clients, ce sont là-bas. Et voilà, comme vous voyez, le client elle était très heureuse. La cliente elle était très heureuse, du coup ça me fait heureux aussi. Très bien, bah écoutez, merci de votre accueil. Avec un grand plaisir, il n'y a pas de souci. Avec un grand plaisir. Merci à vous aussi. Les courses de chameaux se sont particulièrement développées dans les Émirats à partir des années 70 lors de l'unification des Émirats. Ce fut alors un moyen indispensable pour réintégrer les populations bédouines, quelque peu délaissées dans la grande révolution pétrolière. Les courses demeurent toujours aujourd'hui des lieux éminemment politiques où chaque famille régnante affirme sa puissance, comme le faisaient leurs ancêtres en chef de tribu. Salut, bonjour. Bonjour Jean-François. Comment allez-vous? Très bien, merci. Voilà, je vais vous emmener. D'abord, on va voir la piste de dromadaire pour vous expliquer un peu plus sur les courses de dromadaire, les robots jockeys, etc. Et après, on va prendre un peu de détente à une plantation de dattes. On va goûter les dattes et boire un peu de café arabe. Voilà. Le programme est sympa. Donc là, vraiment, on va s'immerger dans le Ras El Khaimah authentique. Exactement. On veut vraiment vous montrer l'âme de Ras El Khaimah et ces deux éléments culturels qui sont quand même très importants. Un petit peu loin des plages, on va dans le désert. Oui, on va dans le désert, on va dans la nature, on sera dans l'ombre des arbres. Avec les dromadaires. Bah écoutez, je prends le programme tout de suite. Okay, on y va, super. Merci, allons-y. Oui. Hello, salam alaikum. Alors, salut, dites-moi où est-ce que nous sommes là? Alors, nous sommes au circuit de Al Sawan. C'est un circuit de course de dromadaire. En ce moment, c'est plutôt les entraînements. Il n'y a pas de course en ce moment. Et donc, en fait, c'est un circuit qui a plusieurs longueurs. Donc, il y a un circuit de 10 km, il y en a un de 8 km, un de 6 km. Donc, ça dépend un peu des Ça veut dire que le circuit, là, il s'étend, il part sur 10 km, on peut s'entraîner. C'est pas un grand cercle comme un hippodrome? C'est pas un cercle, c'est comme une goutte d'eau. En fait, la forme, c'est comme une goutte d'eau. Donc, il y a plusieurs possibilités de lignes de départ. Et donc, selon la course qu'ils font, ils vont décider quelle boucle ils vont faire. Ouais. Donc là, on a des dromadaires de course. C'est les dromadaires de course, exactement. Donc ils sont entraînés pour la course. Ouais. Et là, donc, on a des écuries comme on a des écuries de chevaux.
On parie sur ces chameaux? Non, il n'y a pas de pari parce que culturellement et aussi dans la religion musulmane, on ne peut pas faire des paris sur les courses, mais il y a quand même des prix. Et il y a des prix énormes, donc surtout à la fin de la saison. Donc disons qu'en général, on commence octobre-novembre jusqu'à mars-avril. Les grandes courses de clôture, disons, les compétitions se finissent en mars, fin mars en général. Et là, il y a des énormes prix. À la base, le chameau, c'est un animal qui court, qui aime courir, ou pas tant que ça? Non, pas tant que ça, mais bon, en fait, il sait courir, mais normalement, ils ne vont pas courir pendant très 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 longtemps à grande vitesse. Hein. Donc pendant les courses, ils peuvent aller jusqu'à 60-65 km à l'heure, mais en général, s'ils doivent courir plus longtemps, c'est peut-être 30 à 40 km à l'heure. Alors on dit chameau, dromadaire, c'est quoi le... Bon, disons que le nom du groupe biologiquement c'est camel. Bon, nous on dit ça en anglais. Il y a le Bactrian camel et le dromedary camel. Donc avec une bosse ou avec deux bosses. Et donc ici on parle des dromadaires, mais on dit quand même chameau parce que c'est plus facile pour parler, c'est le nom groupe. Mais techniquement on n'a que des dromadaires avec une bosse aux Émirats et dans toute la région. Alors cet animal, un des animaux endémiques de la région, il a toujours été là. Absolument, c'est très très important depuis des milliers d'années, quand les Bédouins vivaient dans le désert. On a les tribus du désert, les tribus de montagne, les tribus de la côte, mais donc les tribus de désert, ils dépendaient vraiment des dromadaires. C'était grâce aux dromadaires qu'ils pourraient survivre dans ce climat très aride. Ils n'avaient pas encore de voiture, donc ils devaient se déplacer. Donc c'était premièrement un moyen de transport. Ils pouvaient bien sûr aussi porter beaucoup de poids. Et c'est un animal surtout qui est bien adapté au climat, qui peut aller sans eau et sans beaucoup de nourriture pendant des jours et des jours et des jours. Donc quand on dit sans eau, c'est-à-dire qu'il peut rester 4-5 jours sans boire? Oui, absolument. Ouais. Et ils ont bien sûr leur réserve pour leur énergie dans la bosse qui leur permet de tenir le coup et de continuer même quand il y a très peu. Et alors on en tire du lait, on en tire aussi de la viande, je crois? Oui, la viande pour des occasions spéciales. Hein. On ne va pas manger de viande de dromadaire tous les jours, mais quand il y a un mariage, quelque chose à célébrer, là on va quand même manger de viande de dromadaire. Le lait c'est très important. À l'époque c'était aussi le petit déjeuner. Hein. Donc on buvait du lait de dromadaire, on avait du café arabe et on avait les dattes. C'était très très simple. Ça reste quand même un lait qui est important pour les locaux. Il y en a beaucoup qui le boivent encore le matin. C'est très riche? C'est très riche, beaucoup de nutrition. Il y a moins de... pour les gens qui souffrent de cholestérol, etc. C'est mieux pour la santé, ils disent, mais c'est quand même très, très fort de goût. Alors j'imagine s'il y a autant d'intérêt économique quand même que chaque animal doit valoir assez cher, doit être entraîné avec minutie, parce que vous avez une idée du prix d'un chameau, d'un dromadaire? Ça peut monter à des millions de dirhams. Ah oui. Hein, donc oui, absolument. Donc les dromadaires de course, ça a une grande valeur, c'est comme les chevaux. Donc il y a des races spécifiques, il y a des soins très importants pour bien les nourrir, pour bien les soigner. Ils ont des vétérinaires, ils ont une nourriture spécifique. On va vous montrer si vous voulez plus tard. Eh ben, avec plaisir. Oui, voilà. Avec plaisir. Ouais. On y va. Ok, super. Merci. Ouais. Alors ici, on va vous montrer ce qu'ils donnent comme nourriture pour donner plus de force aux dromadaires avant les courses. Hein, donc, alors, salam alaikum. Voilà, donc là, il y a en fait la machine avec laquelle on va faire la pâte à base des dattes. Vous voyez tous les sacs de dattes qui sont là. Donc, on va enlever les noyaux et après tout compresser et ça va être mélangé pour donner un boost d'énergie en fait aux dromadaires. Voilà.
Et alors, vous m'avez parlé, Madère a été montée, et maintenant, on a inventé une technique incroyable. Ils sont toujours montés, sauf que c'est des robots. Donc voilà, je vais vous montrer comment ce robot ils sont et comment ça se manipule. Ouais, voilà, venez avec moi. Nous, on dit en général robot jockey. Alors là, c'est la dernière invention du 21e siècle. Oui. Alors, ça, le Caïma, C'est les robots jockey. Voilà. le robot jockey. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va entrer dans le magasin, je vais vous montrer. Assalamu alaikum. Et donc là, on voit comment on construit le robot jockey. Donc d'abord, il y a un cadre en aluminium. Vous voyez qu'il y a une foreuse. Ça devient un petit robot. On met une petite tête. Et là, c'est le résultat. Donc on met carrément des vêtements et le fouet qui est attaché donc à la foreuse. On peut choisir les différentes couleurs selon l'écurie. Et là, il y a aussi une petite poche parce qu'on met un talkie-walkie. Parce qu'après, quand on fait la course, en fait, le propriétaire, il parle dans talkie-walkie quand il est dans sa voiture parallèle. Et le chameau entend la voix de son entraîneur. Alors ici, on est dans vraiment le supermarché du dromadaire. Exactement, le souk. Donc, on peut entrer dans le petit magasin. Salam alaikum. Et voilà, donc on voit les museaux, les harnais et ce qu'ils vont coudre pour faire les draps pour couvrir les dromadaires. Et on a vraiment tout. On peut choisir les différentes couleurs, les différents modèles. Et voilà, là on voit tout un assortiment de draps. Avant l'arrivée du pétrole, la culture des palmiers dattiers était l'une des seules ressources des Émirats. Véritable trésor nutritionnel, la datte apporte une dose de fibres importante et est considérée comme un super fruit particulièrement riche en antioxydants. Salut, merci de nous accueillir ici. Là, je suis le sultan, hein, ici. Ah ouais. On est dans... Il fait combien? Il fait 35 degrés dehors. Là, on est à l'ombre. Il y a ce petit air frais. C'est le pays des mille et une nuits. On a les dattes, le café. C'est un endroit magique ici. Exactement, c'est un endroit très paisible, c'est très calme, on entend les oiseaux, on a un peu d'air, on a le vent. Et bien sûr, on a le café arabe pour vous accueillir. Hein. Et donc, avant de vous servir le café arabe, il faut goûter les dattes. Hein. Au moins déjà une date. Parce que le café arabe, c'est symbole d'hospitalité, c'est très important d'être accueilli. Et en fait, comme elle est très amère, il faut d'abord prendre une petite date, comme ça on a le goût sucré. Donc on va commencer avec celle-ci. C'est un type local, ça s'appelle khalas. Elle est moelleuse. Voilà. Je vais vous servir un petit peu de café, donc, qui est fait donc, avec le cardamome, le safran et l'eau de rose. Et je vais vous le donner comme ça. Merci. Voilà, il est encore chaud. Allez-y. Oui, on sent bien la cardamome. Ouais, c'est très aromatique. Hein. Donc, si vous voulez, voilà, là il y a le prochain type de date, c'est les sagaï. Allez, Elles sont beaucoup plus sucrées, encore plus moelleuses. Alors c'est vrai que la première n'était pas très sucrée. Ouais. Je m'attendais à... Souvent, on a beaucoup de glucides. Ouais. Et c'est très important parce que, bien sûr, aussi pour les diabétiques, il y a plusieurs différents types de dattes qui permettent aussi aux diabétiques de pouvoir manger les dattes parce que comme elles ont un très haut niveau déjà de protéines, calcium, plein de bénéfices pour la santé, mais aussi pour ceux qui supportent moins le sucre, il y a différents types. La prochaine, c'est la date la plus chère, c'est le ajwa et c'était aussi la préférée du prophète Mahomet. Et donc, c'est elle qui contient le moins de sucre. D'accord, Donc, qui est très noir hein, par rapport aux autres, on a vu, très foncé. Et la peau qui est un peu plus ridée, je dirais. Et on a le dernier qui est donc le medjool. La medjool qui est très grosse. Voilà. Ah oui, là, par rapport à
L'autre, Il y a- il y a une grande différence. Elle est aussi assez chère, donc plus chère que le Sagaï et les autres. Parce que voilà, comme vous voyez, elle est très intense. Hein. Elle a un goût très intense. Mais donc ça nous permet de pouvoir les manger toute l'année, comme elles sont séchées. C'est aussi une façon de pouvoir après les emballer, les exporter, parce que les Émirats sont encore un exportateur important pour les dattes. Et il y a plus que 100 différentes variétés. Aujourd'hui, on en a 4 ici. Dans cette ferme, il y en a une dizaine. Les espèces les plus connues qui sont en fait cultivées ici. On va retourner à ce nouvel hôtel, Nantara. Vous le connaissez celui-ci? Bah oui, c'est un des nouveaux hôtels Ras Al Khaimah, haut de gamme, très soigné, très agréable, au bord de la côte. Ouais. Et là, c'est le système des Maldives, là, avec des petits bungalows sur l'eau. Ouais. C'est magnifique. Ouais, exactement. Je pense qu'on est vraiment gâtés ici aux Émirats en général et maintenant aussi à Ras Al Khaimah qui commence à développer les resorts, les hôtels, différents types, hein, différents niveaux, dans le désert, au bord de la mer. Propriété du groupe Minor, un groupe thaïlandais, l'hôtel Anantara est le dernier né dans la galaxie des palaces de l'Émirat. Avec 174 chambres, Awad, gouvernante, ne s'ennuie pas. En charge de vérifier chaque chambre ou villa avant l'arrivée de clients souvent prestigieux, le challenge est quotidien, surtout dans un hôtel flambant neuf où tous les processus de contrôle sont à mettre en place. Alors dites-moi, Awad, quelle est votre fonction ici ? Je suis le front office manager, responsable des chambres. Alors ça consiste en quoi exactement ? Responsable des chambres, on fait le check-in, le check-out, résoudre les problèmes des clients. Donc là, on va où ? On va dans une... Alors maintenant, on va visiter une villa, Peninsula Villa, pour voir comment ça se passe après l'arrivée des clients les importants. Alors aujourd'hui, on a un client VIP, alors on va juste faire l'inspection du villa. Donc ça, vous le faites systématiquement à chaque fois qu'il y a une prise en main. Oui, systématiquement lorsque j'ai l'arrivée d'un client très important, n'importe quelle réservation pour une villa ou bien suite, on va juste vérifier la chambre si tout en ordre et si la chambre est vraiment prête pour l'arrivée. Et ça se passe juste 30 minutes avant l'arrivée du client. Vous habitez à Ras Al Khaimah ? Oui, à Ras Al Khaimah, oui. J'ai changé l'hébergement juste il y a 6, 7, 8 mois. Parce qu'avant, vous étiez où ? J'étais à Dubaï. D'accord, et vous faisiez l'aller tous les jours ? Non, juste pour la première période, mais après j'ai quand même eu l'appartement ici, alors pour être facile de déplacer. Et comment vous trouvez la différence de vie entre Dubaï et Ras Al Khaimah ? Ras Al Khaimah, c'est magnifique, honnêtement, très calme, relaxante, très jolie, nature partout. Alors j'aime bien, en comparant par Dubaï, c'est très très joli, honnêtement, je l'aime bien. C'est plus calme, mais... Plus calme, mais voilà, la nature, c'est le seul émirat où vous trouvez les montagnes, la plage et le désert dans un même endroit. Alors voilà mon villa préférable, 507, c'est le villa Peninsula. Front office. Comme vous voyez, villa prête, les amenities déjà placées. Je vais juste voir votre chambre. On va juste vérifier la température, c'est pas le standard.
vérifier tout. Elle peut accueillir combien de personnes cette villa? 2 adultes, 2 enfants ou bien 3 adultes. La superficie du villa, c'est 92 mètres carrés. Alors, c'est assez grande pour accueillir tout le monde. C'est pas chauffant, mais on peut régler la température du piscine. S'il fait froid, alors on peut régler un peu pour être confortable pour nos clients. Et les gens prennent leur petit déjeuner ici la plupart du temps? Oui, bien sûr. On a la possibilité aussi d'avoir petit déjeuner dans la piscine, comme le style maldivien avec le plateau dans la piscine. C'est très très joli et romantique. Tout est prêt, alors on va juste retourner vers la réception pour accueillir notre client. Il est prévu à quelle heure? À 11h30. Ah oui. Oui, on fait ça juste 30 minutes avant l'arrivée pour juste être sûr que tout est prêt et fraîche. Spécialement, on met du caviar, du saumon, alors toutes les choses doivent être vraiment fraîches, prêtes. Alors, on a juste 5 minutes pour accueillir notre client. Alors vous qui avez fait quand même beaucoup d'hôtels déjà dans votre expérience, comment vous le trouvez celui-ci? Vraiment très relaxant, très joli. J'aime bien le mix de nature ici. J'aime bien le mangrove où il y a le high tide, low tide. Marée haute et marée basse. Oui, marée haute, marée basse. Alors c'est quelque chose de très 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 joli. Je l'aime très bien. C'est un concept différent honnêtement. Voilà, de cette côté, il y a le Kids Club pour les enfants. Et il fait beau toute l'année ici. Il fait beau toute l'année. Oui, oui. Le mois d'août, ça sera un peu chaud. Le mois de décembre, fin de décembre, janvier, ça sera un peu froid. Mais quand même, en comparant par les autres pays en Europe ou bien dans mon pays, c'est vraiment pas très froid. C'est juste, il pleut 1 ou 2 fois par an. Alors pour nous, c'est très joli. Alors, on commence 8 h du matin. Je prépare pour l'arrivée de même jour. Je vérifie ce qui s'est passé la nuit avant, s'il y a des problèmes, s'il y a des clients que je dois les appeler, si j'ai des changements des chambres. Je prépare tout et après, à 8h30, on commence le réunion du matin avec tous les autres managers et avec le directeur général de l'hôtel. Après 30 minutes, 1 heure, ça dépend qu'est-ce qui se passe dans l'hôtel. Je reviens pour juste vérifier toutes les opérations du jour et qu'est-ce qu'on a. Et après, on peut commencer pour préparer le jour après. Commencer par appeler les clients avant d'arriver et s'ils ont besoin d'aide pour des réservations ou pour arranger quelque chose de spécial pour eux. Et ça dépend du jour, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des problèmes ou non, et comme ça. Le village historique de Al Jazira Al Amra a littéralement été abandonné du jour au lendemain.
Au début des années 1970, l'offre était trop belle pour ces pêcheurs aux faibles ressources. Abu Dhabi leur proposait des habitats ultramodernes avec des climatisations permettant de s'échapper à la fournaise de l'été. Le village fantôme est aujourd'hui en cours de restauration. Christian Veldé, archéologue officiel de Ras Al Khaimah, est en charge de le réhabiliter comme un témoignage de la vie résolue des Émiratis du XVIIIe siècle. Welcome to Jazira Al Hamra. Alors qu'est-ce qu'on fait ici, ce village? Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Ce petit village est quelque chose de très spécial, parce que ce village est le dernier endroit de ce côté de la péninsule arabique qui a été préservé dans son état avant les changements qui arrivèrent avec le pétrole et son argent. Donc là on va rentrer dans un village préservé de la fin du XVIIIe siècle. Oui, nous rebâtissons certaines maisons et en restaurons d'autres, mais plus ou moins, nous sommes dans le village tel qu'il existait il y a 200 ou 250 ans, avant qu'il ne soit abandonné dans les années 70 et préservé pratiquement dans l'état d'origine. Voilà, nous sommes à l'intérieur du fort. Vous voyez, il y a une grande cour entourée de murs et quelques bâtiments adossés. Le fort avait deux fonctions. C'était d'abord un fort pour protéger la population. Les villageois pouvaient se réfugier avec leurs familles et tous leurs animaux. C'est la raison de la taille de cette cour intérieure. Ils pouvaient se protéger des pirates venus de la mer ou même des invasions terrestres que l'on pouvait voir venir de ces tours. L'autre fonction du fort, c'était la maison du cheikh du village. J'ai cru comprendre qu'il y avait les pêcheurs de perles ici. Oui, bien sûr. Les revenus du village provenaient essentiellement des perles et de leur commerce. Les pêcheurs de perles plongeaient en fait tout l'été quand les eaux étaient les plus chaudes. L'argent des perles était donc directement réintroduit dans le commerce du village. C'était le fonctionnement de ce village jusqu'à la Première Guerre mondiale, où tout le commerce des perles s'est littéralement effondré. Pourquoi ça s'est effondré? Ça s'est effondré parce que, après la Première Guerre mondiale, il n'y avait plus assez d'argent pour acheter des perles sauvages. Les perles étaient très chères, vraiment très chères. Il n'y avait alors plus aucune demande. Et puis, il y a eu la crise de 29. Le marché a seulement repris dans les années 30, mais le japonais Mikimoto est arrivé sur le marché avec ses perles de culture et a détruit complètement le marché des perles sauvages. Aussi, quand dans les années 60, l'argent du pétrole commençait à couler à flot à Abu Dhabi, le cheikh Zayed a proposé aux habitants de ce village, qui étaient totalement sinistrés, de venir à Abu Dhabi, en leur proposant de l'argent, un nouveau statut et les sortir de la spirale descendante dans laquelle tous les villageois de Al Jazira Al Hamra étaient. C'est la raison pour laquelle tous les villageois ont déserté brutalement le village pour rejoindre Abu Dhabi. Vous voyez ici qu'une petite partie du village, qui s'étend en fait jusqu'à la mer. Il y a environ 450 maisons, ce qui représentait à l'époque plus de 1600 habitants, avant l'époque du pétrole. Vous voyez, quelques maisons ont été restaurées, mais pour d'autres, nous les gardons en l'état pour montrer comment c'est aujourd'hui et comment c'était hier, il y a 50 ans, quand le village fut complètement
abandonné de tous ses habitants et qu'ils sont partis sur Abu Dhabi. Fin décembre 1819, les forces britanniques assiègent le fort d'Aya. Devant les canons anglais, le combat ne sera que de courte durée. Les résistants se rendent au bout de 3 jours. Quelques mois plus tard, les Sheiks signent un traité de paix avec les Anglais qui profitent de l'occasion pour débaptiser la célèbre Côte des Pirates en Côte de la Trêve. Christophe, dites-moi où étaient les canons anglais en 1820 quand ils attaquèrent le fort. Quelque part dans cette palmeraie, à plus ou moins 200 mètres d'ici, où les Anglais s'étaient installés pour l'attaque du fort. À l'époque, les canons n'avaient pas une très grande portée. Donc les Anglais étaient là, au pied du fort, dans lequel s'étaient réfugiés quelques 800 habitants, dont 400 civils. Mais le problème pour les Anglais, c'était que le lagon que vous voyez là-bas n'était pas assez profond pour leurs navires de haute mer et qu'ils n'avaient pas un grand tirant d'eau pour approcher des côtes. Ils n'ont donc pas pu s'approcher comme ils l'auraient aimé le faire pour décharger leur artillerie. Ils ont donc dû ancrer leurs frégates au-delà du lagon et débarquer leurs troupes et artillerie en se frayant un passage dans la mangrove au travers de zones marécageuses, ce qui n'était vraiment pas évident. La bataille a duré combien de temps ? La bataille a duré exactement le temps qu'il a fallu aux Anglais pour transporter leurs plus grosses pièces d'artillerie. Ils sont d'abord arrivés ici avec un armement léger. Ils ont eu quelques affrontements avec des habitants qui ne s'étaient pas encore réfugiés dans le fort. Et puis ils ont attendu 3 jours l'arrivée de leurs canons. Il aura fallu 3 jours pour décharger les canons et les transporter jusqu'ici pour pouvoir enfin tirer. Et dès les premiers tirs, les réfugiés qui se trouvaient dans le fort réalisèrent « Ok, on n'est pas en sécurité ici » et ils se rendirent tous. Merci de cette visite inattendue. C'est vrai qu'on est là au milieu du désert. On ne s'attend pas à voir cette fortification et je trouve que vous nous avez fait découvrir un pan de l'histoire qui est très important pour Ras Al Khaimah. Yes. Et qui a façonné l'histoire de Ras Al Khaimah. Donc un grand merci pour votre accueil. Welcome. Welcome. Pleasure to have you here. Si l'hôtellerie qui s'est développée récemment à Ras Al Khaimah s'est concentrée essentiellement sur le littoral, les demandes souvent plus exclusives s'orientent vers le désert pour des séjours orientés nature. C'est dans le désert d'Al-Wadi, à seulement 20 km des côtes maritimes, que le Ritz-Carlton du groupe Marriott a décidé de créer peut-être l'un des plus beaux hôtels de Ras Al Khaimah. Entouré d'un parc de plusieurs centaines d'hectares, où les animaux sauvages ont trouvé également un sanctuaire privilégié, l'immersion dans le désert est totale, même de sa villa, posée littéralement sur les dunes, et d'où l'on aperçoit des élégantes gazelles blanches. Les oryx d'Arabie avaient pratiquement disparu de la surface de la Terre, et plus particulièrement du golfe Persique, d'où ils sont originaires. C'est grâce aux eaux de Phoenix aux États-Unis que l'espèce fut protégée et sauvée de l'extinction totale.
Depuis maintenant 25 ans, de petits troupeaux sont réintroduits avec succès. Chiara fait partie de ceux qui poursuivent leur réimplantation. Chiara, comment allez-vous? Bonjour, bienvenue ici dans le désert. Merci. Vous avez du truc. C'est magnifique. Oui, c'est fabuleux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet endroit fabuleux. Ouais. C'est incroyable. Je dois dire que, alors déjà, les villas où nous sommes, parce qu'on est au milieu du désert là, vraiment. Ce sont des nouvelles villas. C'est le tout nouveau. Tout nouveau. C'est construit 2 mois avant. Et nous avons 8 en fait dans l'hôtel. Et pour nous, c'est très important. En fait, l'hôtel ici, c'est surtout un hôtel pour les familles. Et nous avons que les villas avec une chambre. Et maintenant, nous avons des très luxueuses villas avec 2 chambres. Et elles sont incroyables et tout à fait au milieu du désert. Je dois dire que ce matin, à 6 heures, j'ai ouvert les volets et qu'est-ce que j'ai vu? Des oryx qui étaient là juste devant. C'était incroyable. Ouais. Alors parlez-nous justement de ces animaux qui sont en semi-liberté. Nous avons ici, c'est une réserve naturelle. Le Ritz-Carlton, c'était un hôtel de Ritz-Carlton depuis 2016, décembre 2016. Et nous avons environ, c'est le dernier compte, c'était 2022, en fait, on a tout compté les animaux ici. Nous avons surtout les oryx qui sont en liberté et nous avons à peu près 160 d'oryx en liberté en ce moment. Évidemment, ça augmente un tout petit peu chaque année. Et nous avons aussi les gazelles, je pense en français, ce sont les gazelles Maric ou Marica, je pense. Et là, nous avons 180 environ. Et ils sont tous en liberté, mais le oryx, c'est le mascotte d'ici de l'United Arab Emirates. Et environ 50 années avant, ils sont presque plus. Et nous avons accueilli les animaux dans chaque environnement comme ici. Nous avons pris à peu près 20 ou 40 et chaque année ils sont augmentés et maintenant nous avons dans le parc énormément des animaux qui sont en liberté, aucun prédateur. Ils vivent absolument naturel. En fait, ils peuvent vivre sans l'eau pendant 6 mois. C'est incroyable. Ils sont faits d'être ici, en fait. Oui, Et l'eau des feuilles, des arbustes. tout à fait. Oui. Comme ça, ils vivent quand c'est tout sec et il n'y a rien du tout dans le désert de manger. Mais ils peuvent vivre. Alors ici, ce sont des écuries aussi, il y a des chevaux. Nous avons 16 chevaux, 2 petits poneys et nous avons 7 chameaux aussi. Et évidemment, les gens qui viennent ici pour plutôt les vacances ou pour un week-end, c'est la scénographie, c'est le désert. Et ils veulent l'expérience de le désert. Évidemment, c'est plutôt les chameaux. Mais il y a beaucoup de cavaliers qui viennent que pour les chevaux parce que l'environnement, vous avez vu, c'est incroyable. De monter un cheval pendant 1 heure ou 45 minutes, c'est incroyable. Les guests, ils vont monter aussi parce qu'ils font le tour avec le chameau. Sunset Camel Carib, vous pouvez voir les descentes de soleil à la fin de la journée avec un verre de champagne. C'est fabuleux. Les gens normalement qui viennent ici, ils veulent le Desert Experience. Et ça, c'est nous. C'est évidemment, vous avez le Desert Experience, mais pas comme un tente ou quelque chose comme ça. Vous avez du luxe, le parti luxe du Ritz-Carlton, évidemment, et vous avez du parti du désert authentique qui sont, savez-vous, c'est énorme, l'endroit c'est énorme,
vous pouvez faire les explorations avec de super voitures, donner à manger les animaux, voir les animaux tout en liberté. Nous avons un super spot pour les gens qui veulent avoir les facials et tout ça, qui veulent pas vraiment des desert experience ou à côté quelque chose d'autre aussi. Nous avons le Recreation Center aussi qui font aussi le tour avec le nature driving, le Falcon. Vous avez vu le Falcon ici? Nous avons beaucoup de Falcon ici aussi. Nous avons le Falcon Show chaque soir à 5 heures. Et les gens, ils viennent, ils peuvent voir les Falcons et aussi les Falcons qui arrivent ici. C'est vraiment du authentic desert experience. Good afternoon, Ms. Kasia. My name is Bindia. I'm spa head therapist and I'll be your therapist for today. You have today 90-minute sun-tide massage, which is our signature treatment, and it is very unique treatment to try on. Okay, amazing. Are you ready for your treatment? Yes. Please come with me. Bindia est indienne, elle est spa-thérapeute et utilise les technologies ayurvédiques, la médecine traditionnelle indienne, qui rééquilibre les forces vitales de l'organisme lors de massages exclusifs. And when do you arrive? So you are traveling or you live in here? No, we're traveling. We come from France. Okay. Sun-tide massage beds. Okay, amazing. We have pearl room, which is specially designed for facial. So we do a room for today. Please come with your footwear on and have seat that side on the sitting area. So I am pushing the quads next to your body. It will create a heat cocoon around your body. Pour compléter son séjour qui pourrait s'apparenter à une véritable retraite spirituelle, le barbecue à la nuit tombante, organisé par la brigade du restaurant, dans la propre cuisine d'été de la villa, suspend littéralement le temps et s'inscrit définitivement dans l'un des moments les plus exclusifs que l'on puisse vivre. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. C'est très impressionnant ici. Un peu. Rassurez-moi, vous l'avez déjà fait, vous? Bien sûr. Alors, comment ça se passe? Expliquez-moi un petit peu le principe. Ouais, c'est la plus loin Tyrolienne du monde. 2,8 km. Les temps sont un peu comme 2 minutes. Ok? La position c'est trop facile, on va voir comme Superman. Vous pensez que c'est vraiment la chose à faire ici aussi? C'est le plus loin du monde, c'est un record Guinness à le faire. Quelle est la réaction des gens quand ils arrivent ici? Ils ont peur, ils veulent repartir? Tout le monde a peur. Si tu me dis que tu n'as peur, c'est pas vrai. Tu es une menteur. Ok, ben on va essayer ça.
Merci en tout cas. Et l'expression la vie tient qu'à un fil n'aura jamais été aussi forte pour moi. Bon là, allez c'est parti, on peut plus faire marche arrière là maintenant. Là c'est vraiment très impressionnant. J'ai l'impression de voler, c'est extraordinaire. La vitesse est vraiment fulgurante. Là je regarde devant moi parce que là en dessous c'est le grand vide. Voilà, on va arriver sur la deuxième plateforme. J'espère que ça freine tout seul. Parce qu'on arrive vraiment très vite. Et non, voilà, parfait. Ah, ok. Bien, c'est toi. Maintenant, deuxième tyrolienne. Pour passer de la plateforme principale au plateau des dromadaires. C'est aussi très impressionnant. En dessous, c'est le vide aussi. Et voilà, c'est arrivé. On est enfin arrivé. Nicolas Deviche, chef exécutif de l'Intercontinental Mina Al Arab, sa Belgique natale est bien loin. Sa carrière de chef l'a amené aux quatre coins du monde, des tables étoilées françaises aux Philippines, en Corée du Sud, aux îles Fidji ou encore à l'île Maurice. Le Moyen-Orient, le Burj Al Arab à Dubaï, l'Intercontinental à Doha ou le Wordsdorf Astoria. Alors quand on lui demande si la cuisine orientale l'inspire... Oui, elle m'inspire énormément, oui bien sûr. Et finalement, comme c'est une cuisine qui se partage énormément, c'est très très convivial. Et donc on a le temps d'en parler, on a le temps de s'asseoir, de discuter, de goûter. La date a une très grande importance au niveau culturel déjà, puisque elle est inséparable de l'iftar, le premier repas après le coucher du soleil pendant le ramadan. Avec un verre de laban qui est un lait légèrement salé. Mais elle rentre dans énormément de recettes. Donc là, on va en préparer une petite aujourd'hui. Mais elle rentre dans énormément de recettes de desserts, de salades, de pâtes. Nous, on utilise une date qui est quand même assez particulière, qui s'appelle la date Place, qui est une date qui fait 30 semaines. Et puis après, le miel aussi. Le miel ici, c'est aussi extrêmement important. Donc, on a un miel qui vient principalement d'un arbre qui s'appelle le samer tree. Donc, c'est un acacia. C'est un acacia qui pousse dans les montagnes, qui se trouve ici à Ras Al Khaimah. Donc, c'est un arbre qui vit sur des montagnes arides, mais qui produit des fleurs bien sûr uniques, comme l'acacia. Et on a des abeilles qui sont toutes petites ici. On a des abeilles qui font presque la moitié de la taille des abeilles qu'on peut trouver chez nous, mais qui produisent tout autant. Et donc on utilise énormément de miel dans la cuisine, pour les desserts, bien entendu, tout ce qui est baklava. C'est les grands classiques. Donc ça c'est hummus,
Donc bien sûr, c'est la purée de pois chiches avec le tahini. Ensuite, on a mutabel. Donc ça, c'est pratiquement le même principe, mais avec de l'aubergine fumée et pelée, et mélangée avec du tahini aussi. Et ça, c'est baba ganoush. Donc c'est une déclinaison de ceci, mais là, elle est juste hachée avec des oignons, de la tomate, quelques graines de grenade et un peu d'huile d'olive. Et alors là, mon préféré, ça c'est mohammara. Mohammara, c'est une purée de noix avec de la pâte de tomate, un petit peu de piment, et ça avec du pain, pour moi, c'est extraordinaire. Et alors le dernier que je vous propose aussi, mais ça c'est pas du tout local, ça c'est très turc, ça c'est le mercimek kofte. Donc c'est comme un kofte, mais c'est tout végétarien, c'est même vegan. Donc c'est une purée de lentilles qui est cuite bien sûr, avec du boulgour. Et alors on sert ça avec la petite feuille de salade, avec un petit peu de sirop de grenade. Et alors on met un petit peu de jus de citron dessus et on mange ça comme ça. Et ça c'est top de chez top. Et puis je vous prépare une petite salade aussi. Et là on a le miel dont on a parlé, qui est le miel d'acacia. Qui est typiquement local. On a un petit peu de vinaigre et on a une très très bonne huile d'olive. Et là on a rôti quelques choux-fleurs accrus. On mélange ça avec quelques feuilles d'épinards frais. Je vous ai haché les dattes dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, ce sont des dattes colas qui ont 30 semaines environ, qui vont rajouter un petit peu de sucre sur l'amertume des choux-fleurs. On rajoute quelques noix aussi, pour rajouter un petit peu de croquant à la salade. Une pincée de sel, un peu de poivre. Hop. On vous met ça dans un bol tout naturellement. Alors évidemment, vous pouvez avoir avec le meze, vous pouvez avoir fattoush, donc qui est une salade très locale avec des poivrons, des oignons rouges. Voilà, on vous amène ça à table. Merci. Avec grand plaisir. Ras Al Khaimah a conservé son écosystème maritime en préservant ses mangroves. C'est dans ces mêmes lagunes qu'autrefois les pêcheurs ramassaient les huîtres perlières. L'histoire méconnue des pêcheurs de perles de Ras Al Khaimah, c'est ce que Abdullah propose aux touristes, le temps d'une croisière, dans les eaux turquoises de sa mémoire. Les perles de Ras Al Khaimah représentaient un marché lucratif, réservé à quelques sommités de l'époque. Les perles étaient destinées aux rois et reines d'Europe, aux princes et princesses de Perse, aux maharajas d'Inde ou encore aux empereurs chinois. C'étaient les principaux acheteurs de perles, les plus grosses, les plus belles. Ici, dans le Golfe, il n'y avait pas de marché pour les perles en bijouterie parce que c'était tout simplement inaccessible en termes de prix. Dernier descendant de pêcheurs de perles, Abdullah ne veut pas qu'on oublie cette histoire fondamentale de Ras Al Khaimah. Je suis descendant de pêcheurs de perles. Ils ont pêché ces 200 dernières années, c'est en tout cas ce que nous savons, ce que nous disent également l'analyse des ressources. Ma mission aujourd'hui est de perpétuer cet héritage et de le transmettre aux générations futures. L'histoire de Ras Al Khaimah pour Abdullah est intimement liée aux perles et son environnement particulièrement clément. Ras Al Khaimah est connu dans l'histoire comme étant le berceau de la civilisation. Ce n'est pas comme Dubaï ou Abu Dhabi.
Ces deux émirats n'ont que 80 à 100 ans d'existence, parce que ce sont des pays sans relief qui ne leur apportaient aucune ressource en eau. Mais ici, l'eau fraîche est disponible. La position stratégique des montagnes a véritablement aidé à la création d'une civilisation et l'implantation humaine. C'était une combinaison parfaite, avec cette eau en abondance pour la culture des palmiers dattiers, qui était une véritable source de vie. C'est ainsi que cette région a été le témoin d'un grand nombre d'événements. Les Perses nous ont envahis à plusieurs reprises. Les Portugais ont détruit Julfar, l'ancienne dynastie il y a 100 ans, les Français aussi, les Hollandais pour des accords commerciaux, et les Anglais s'installèrent pour un moment. Nous n'avons pas été vers le reste du monde, c'est le monde qui est venu à nous. Mais avant tout, Abdullah est un philosophe et un humaniste qui pense que la perle pourrait bien être la pierre philosophale qui unirait tous les peuples. Les perles, pour moi, nous réunissent tous. Paix, en anglais, c'est 5 lettres. Et c'est tellement controversé. Perle, en anglais, ça commence aussi par un P. Et ça a aussi 5 lettres. Mais ça signifie l'exception, la beauté, la rareté. Et c'est dans toutes les religions. Vous les trouvez dans le judaïsme, le christianisme, vous les trouvez aussi dans l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, et même tous ceux qui ne croient en rien adorent les perles. Fier de l'évolution des Émirats, Abdullah ne vit néanmoins pas dans la nostalgie et n'oublie pas d'où il vient. Qui sommes-nous ? Nous sommes les ancêtres de chasseurs de trésors des mers, mais nous n'avions pas assez avec les trésors des mers. Alors nous avons décidé que notre trésor, c'était notre port. Aujourd'hui, Abdullah a réalisé ses rêves d'enfant et la promesse faite à son grand-père, le monde n'oubliera jamais les pêcheurs de perles de Ras Al Khaimah. C'est ce que j'appelle un rêve d'enfant. Voici mon château flottant. Ce n'est pas en marbre, ce n'est pas très luxueux, mais c'est quelque chose proche de mes rêves d'enfant, de mon cœur, de ma passion. Ici, nous expliquons la culture des perles comme ça se faisait autrefois. Nous avons également une autre ferme de ce côté-là. Mais d'abord, nous parlons d'histoire. Comme ici, cette réplique de ce bateau de pêche, tel qu'il existait dans ma famille. J'explique la vie à bord, telle qu'elle était autrefois. Que ce soit pour les novices ou les randonneurs aguerris, un trek dans les montagnes de Jebel Jais, d'1 heure ou de 3 jours en mode survie, permet une immersion fascinante dans un décor magistral. Comment ça va, Roy? Ah, bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien. D'accord. Aujourd'hui, on va randonner un peu. On va marcher pour peut-être 3 km. On va aller du côté de Wadi Hasse. Donc, on va voir un peu les maisons des locales. Donc, on va marcher un peu. Le terrain, c'est un peu dur, mais j'espère que vous serez capable de le faire. On va voir ça avec vous. En tout cas, merci de nous accueillir. Ah, enchanté. On y va? Venez. Vous venez d'où? Moi, je viens du Cameroun. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes à Ras Al Khaimah? Ça fait 8 mois, oui, mais ça fait 5 ans et 7 mois que je suis à UAE. Donc, vous aimez bien? Ça se passe bien, ça se passe bien. Aucun endroit est parfait, mais oui. Je suis très content ici. Là, c'est pas très difficile de faire ce que vous faites tous les jours? C'est pas difficile. Si tu as l'envie de ce que tu fais, c'est toujours facile. Donc, tu trouves ça comme... c'est comme tu joues. Donc, tu pars au travail, mais tu passes ta journée à jouer. Donc, moi, je suis content. Et au niveau de la chaleur, comment ça se passe?
La chaleur, c'est un peu, ça commence à monter un peu, mais dans le mois de octobre, novembre, décembre, ça baisse jusqu'à janvier et février. Donc c'est trop bon pour venir randonner un peu. De quoi ils vivaient à l'époque? Ils vivaient des chèvres, du lait. Ils ont aussi le miel. Le miel de Ras Al Khaimah, c'est l'un des miels les plus chers dans le monde parce que la qualité est très bonne. Donc les gens viennent ici aussi pour goûter un peu. Ce miel de qualité. Oui. Donc ici c'est le cidre tree. Les locaux utilisent ça. Ils pensent que les feuilles ont une propriété antiseptique, donc ils utilisent ça pour leur peau. Même le bois qui vient de cet arbre aussi utilisé. Ils brûlent ça et ils laissent le fume. Ils aspirent ça. Ils pensent que ça aide avec la santé. Et quand vous dites ils pensent, parce que vous ne croyez pas? Moi, je n'ai jamais utilisé ça, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Peut-être je vais essayer ça, peut-être un jour. Merci pour votre accueil. C'est très sympa. J'adore ce paysage. Ouais. Et bord de l'eau, comme ça, on ne peut pas imaginer, on est dans le désert. L'été puré. Je crois que l'été, il n'y a plus d'eau. Non, l'été, il n'y a plus d'eau. Mais là, c'est vrai que les bruits de l'eau qui coule, c'est très relaxant. On est vraiment à l'autre bout du monde. Oui, c'est quelque chose de différent de ce qu'on trouve en Europe. Donc, on espère que les gens vont venir ici découvrir un peu ce qu'on a à offrir. Franck adore Ras Al Khaimah. Il aime d'ailleurs partager sa passion qu'il a pour ce petit émirat, mais également celle de l'aviation. Ancien parachutiste de l'armée française, Franck réside à Ras Al Khaimah où il dirige des projets innovants visant à réduire drastiquement les besoins en eau pour l'agriculture. Un projet qui, bien entendu, a tout son sens ici, où chaque goutte d'eau doit être préservée. Bonjour, comment ça va? Jean-François, bonjour. Bon. Bienvenue à l'Aéroclub de Jazeera. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Écoute, je te propose de faire un petit vol tranquille au-dessus de Ras Al Khaimah, que tu vois un peu du ciel, l'organisation de la zone en fait. RAC est en plein développement en ce moment, c'est the place to be pour les prochaines années. Je te propose de partir, on va partir vers le nord, à une altitude assez basse pour bien voir les choses. On va voir les différents compounds, Al Amra Village, Mina El Arab. Donc là, tu as l'Intercontinental, tu as la Nantara, les grands beaux hôtels du coin. Après, on va arriver sur le centre-ville de Ras Al Khaimah. On va pousser un peu plus loin vers le nord. On va aller voir la ferme perlière, la seule ferme perlière de tout le Moyen-Orient. Puisqu'avant, il y en avait beaucoup. Puis à partir du moment où les Japonais ont développé la perliculture, toutes ces fermes ont disparu. Et il n'en reste qu'une, qui appartient aux Japonais d'ailleurs, et qu'ils ont gardé un peu comme un monument historique en fait. On va aller survoler la ferme perlière et la mangrove qui est autour, qui est très jolie. Et puis voilà, on va revenir, et puis après on va aller vers Marjan Island, c'est là qu'il y a le nouveau casino qui est en construction, qu'il y a des nouveaux hôtels. Donc toute la zone est en train de se développer parce que Sher Saoud, le rouleur de Ras Al Khaimah, a voulu orienter Ras Al Khaimah vers le tourisme et le côté nature en fait. Donc Ras Al Khaimah est un émirat qui est privilégié parce qu'on a la mer, on a le désert, on a la montagne. Et donc il y a beaucoup de possibilités d'activités, de zipline que tu as peut-être vu ou fait déjà, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est l'intérêt de Ras Al Khaimah. Et on n'est qu'à 50 minutes de l'aéroport de Dubaï. Donc c'est vraiment la grande banlieue de Dubaï ici, en ayant tout l'intérêt de la qualité de vie de la province. Voilà. Et là, il y a des parties qui ont été créées sur la mer. Oui. Alors, en fait, toute la zone, d'abord les Émirats, c'est un pays qui est extrêmement bas. Il y a la montagne qui est au fond, mais après, c'est très bas par rapport au niveau de la mer. Et donc, le bord de la mer, depuis ici jusqu'à Abu Dhabi, il y a beaucoup de bancs de sable. Et ces bancs de sable ont été mis à profit. On les a un peu regonflés, je dirais. Et puis après, ils ont fait un parement en pierre autour, très souvent, pour stabiliser. Et là-dessus, ils ont construit. Donc, ils ont fait la Palme, bien sûr, qui est mondialement connue à Dubaï. Mais ici, Marjan Island est une île qui a été agrandie. Tu verras sur Al Amra Village, il y a Falcon Island au milieu, qui est également une île aujourd'hui qui n'était qu'un banc de sable avant. Et alors vers l'Intercontinental à Nantara,
Tu vois, il y a toute une zone où il y a plein de bancs de sable. Là, c'est resté très naturel, il y a de la mangrove. Et en voyant les bancs de sable, on imagine que ça peut être mis à profit pour ça, en fait, hein, que ça peut être agrandi, que ça peut être stabilisé pour construire. Après, ça serait bien qu'ils n'aillent pas trop loin dans la construction et qu'ils gardent quand même des zones naturelles, parce que sinon, bétonner comme Dubaï, c'est un peu dommage. Ouais, à Dubaï, c'est bien, mais ici, bon. C'est ce qu'on vient rechercher ici, c'est un Ben peu voilà, l'authenticité. Exactement, ici on cherche un peu le côté nature, pas trop de monde, pas trop de... Ici il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de stress, c'est pour ça que je vis là, moi. Je ne vis pas à Dubaï, je vis ici parce que la vie est beaucoup plus sereine, en fait, elle est plus tranquille. Jean-François, c'était un plaisir de voler avec toi. C'était génial, moi j'ai apprécié parce que j'ai vraiment découvert... Alors c'est vrai que tu me l'avais dit au départ, quand on est en avion, on n'a pas la même vision. Non. Et c'est vrai que je ne pouvais pas imaginer le pays déjà aussi grand, je le voyais beaucoup plus petit. Je vois le potentiel qu'il y a. On a l'impression d'être dans l'histoire. C'est-à-dire que là, dans 15 jours, ce sera différent, dans 10 ans encore plus. Et je suis d'ailleurs d'autant plus étonné, c'est que j'ai la honte de dire quelque part que je ne connaissais pas. Et là, on arrive, on dit « Ah, il y a une page que je n'ai pas dû tourner ». Oui, bah, tu sais, Ras Al Khaimah, c'était vraiment le bout du monde, hein, il y a 5-6 ans, 10 ans. Et puis voilà, depuis 3 ans, c'est en train vraiment de se développer. Le Cher, ici, Cher Saoud, est en train de développer intelligemment, je trouve, l'émirat, sur le tourisme, sur l'écotourisme. Donc voilà, ça va attirer du monde forcément. Hein. Et on est au début d'une aventure. En tout cas, j'ai découvert aussi quelqu'un de vraiment ancré dans le paysage, qui adore ce pays. Ah, j'adore. Et donc ça fait plaisir de découvrir ça aussi. Et c'est une belle destination à Ras Al Khaimah. C'est sympa, il faut venir jeter un œil quand on est dans le coin. Ça c'est clair que c'est la destination à faire aujourd'hui. On a vu les perles. Bah, je crois qu'on peut dire que Ras Al Khaimah c'est la perle du golfe Persique. Un peu, oui. Tous les matins, d'octobre à mai, Jean-Pascal fait découvrir à de petits groupes, à peine réveillés, l'un des plus beaux spectacles qui soit ici à Ras Al Khaimah, le lever de soleil sur Jebel Jais, le sommet culminant de la chaîne Hajar. Un vol majestueux, plus compliqué qu'il n'en paraît, soumis au seul caprice du vent. Crowd line, bring it in. Yes, bring it in. Okay, I'm gonna add Réchauffez, heat, n'ayez don't pas be peur. afraid. Okay, everyone doing okay? Tout le monde est aussi nerveux que je le suis. Nous n'avons pas de volant, nous utilisons les vents pour naviguer. Nous allons monter à 100 mètres et le vent va nous pousser dans cette direction. En tout cas, c'est ce que je veux. Quel est le poids qu'on peut embarquer? Aujourd'hui, on a une limite à peu près de 2800 kg. Comme on peut voir ici, la température en haut de la montgolfière est à 186 degrés Fahrenheit. Avec la montgolfière, elle peut être confortable à 250 Fahrenheit. On est supposé de baisser. Et à 275, on commence, c'est trop chaud. Fait que nous autres, notre saison va finir à la fin du mois de mai et on va recommencer au mois d'octobre. Ça, c'est le Jebel Jais, ça va être à gauche, à peu près 6500 pieds. Jean-Pascal, vous êtes Canadien. Oui. Vous êtes ici à Ras Al Khaimah. Oui. Comment vous êtes arrivé ici? En montgolfière? Oui, ça aurait été calme, ça aurait été un beau vol. C'est une opportunité. Il n'y a pas beaucoup de place à voler pendant les mois entre septembre jusqu'au mois d'avril, mettons, en Amérique du Nord, en Europe. Fait qu'ici, c'est la belle saison ici.
La saison commence au mois d'octobre, on finit au mois de mai. Fait que j'ai eu une opportunité l'année dernière pour voler ici avec Action Flight à Ras Al Khaimah. Donnez-moi une seconde, je vais rajouter de la chaleur. Comment vous trouvez Ras Al Khaimah? J'aime l'opportunité de voler ici. C'est beau de voler au-dessus du désert avec le lever du soleil, les montagnes. Les vents sont souvent calmes ici. Des fois, on trouve des animaux, des surprises dans le désert aussi. Fait que moi, j'aime bien la région. Et le froid vous manque pas un petit peu? Des fois, oui, des fois. Et surtout, ça s'en vient, le mois de mai. J'aimerais plus un petit peu que ça se refroidisse un petit peu, oui, c'est sûr. Les Canadiens connaissent Ras Al Khaimah? Il commence. C'est une région qui commence à grandir, c'est sûr. Et on en voit de plus en plus de Canadiens, d'Américains qui viennent dans la région. Ils aiment beaucoup les plages, c'est ça, surtout les mois de février et les mois qui fait plus froid au Canada. C'est une belle opportunité à cause de la météo quasiment garantie pendant ces mois. Ras Al Khaimah Tower, Hot Air Balloon Alpha 6, November Zulu Lima. Let's see if I can... November Zulu Lima Tower. November Zulu Lima, requesting 4,000 feet and below. November Zulu Lima, I can accommodate you not above 3,000 feet. November Zulu Lima, not above 3,000, thank you. Dunes, I'm going to actually see if I can get their parking lot. Okay. Yannick, what's the wind doing? Is it going the same direction as the road? Yeah, Captain. Same direction as the road, huh? Same direction. Better than this. So I'll get you to take your landing positions, please. Pour l'émir de Ras Al Khaimah, le constat de l'épuisement du pétrole et l'évolution fascinante de Dubaï ouvrent la voie à un gisement inépuisable, le tourisme, pour une destination qui demeure authentique en garantissant sécurité et ensoleillement. Un cocktail gagnant, Ras Al Khaimah a accueilli plus d'1 million de touristes en 2023, un chiffre qui devrait tripler dans les prochaines années. Ben voilà, il est 6 h du matin. Le soleil se lève sur Ras Al Khaimah comme il le fait certainement depuis des millénaires, sur ce petit émirat à 2 pas du détroit d'Ormuz. Le voyage prend fin pour nous et peut-être ce qui m'aura marqué le plus, c'est les rencontres que nous avons faites, des expatriés pour la plupart, avec tous un dénominateur commun, c'est l'amour pour ce pays qu'ils ont découvert il n'y a pas très longtemps et tous ont décidé de s'établir et d'y vivre. J'espère que pour vous, ce voyage aura été aussi une découverte, comme ce le fut pour moi, de vous avoir montré que Ras Al Khaimah est définitivement une destination à découvrir. Thank you.